Amis d'Evenou TV, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro de Grandes Questions de l'actualité. Invité Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan n'est plus à présenter. On pourrait juste dire c'est le premier ministre du président Laurent Gbagbo. Le premier est véritablement l'unique puisque tous les autres premiers ministres du président Laurent Gbagbo lui ont été imposés par la guerre. Politiquement, en dehors de son titre de député, il est tout de même difficile de faire l'unanimité sur une présentation. Lui et ses partisans le présenteront sûrement comme le président du FPI. Certains de ses camarades d'hier et leurs partisans, eux, le présenteront comme un exclu du FPI. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de nous recevoir dans votre somptueux cadre. Avec vous, nous allons parler de l'actualité ivoirienne. Merci. Et avant d'entrer dans les questions proprement dites, il faut dire que dans mes recherches, pour trouver une présentation consensuelle sur vous, j'ai remarqué que tous les moteurs de recherche revenaient sur un descriptif proche du président Laurent Gbagbo. Croyez-vous être toujours proche du président Laurent Gbagbo, monsieur le Premier ministre? Mais évidemment, je suis toujours proche. Mais avant de répondre à cette question, il faut préciser que les titres et les fonctions ne sont pas des questions de sentiment. Ou bien on est président de la République ou on ne l'est pas, ou bien on est député ou on ne l'est pas, ou bien on est président de parti ou on ne l'est pas. Parce que le poste de président de parti résulte d'abord d'une situation politique, vous avez été élu par vos camarades, et d'une situation juridique, vous êtes reconnu dans votre pays comme le président de l'organisation politique, et à l'extérieur, c'est vous qui représentez l'organisation politique dans les instances comme l'Internationale socialiste, ou dans les relations bilatérales avec les autres partis politiques. Et sur ces questions-là, il n'y a aucun doute. Et donc, je suis surpris que vous ayez une sorte d'hésitation. Je suis le président du Front populaire ivoirien depuis 18 ans. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, ça peut ne pas plaire à certaines personnes qui auraient souhaité que ce soit quelqu'un d'autre qui soit à cette place. Mais le président Laurent Gbagbo, j'attends d'abord de le rencontrer pour savoir si tout ce qui se dit à son sujet est vrai. S'il veut effectivement être président du parti après l'avoir cédé 18 ans. En 2001 que j'ai été président. Donc moi j'attends de le voir parce qu'on raconte beaucoup de choses, on publie beaucoup de documents en son nom, on ne le voit jamais signer, d'autres signent à sa place. J'attends personnellement d'être situé sur cette question. Monsieur le Premier, vous nous donnez l'occasion de rentrer de plein pied dans notre émission. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous doutez du fait que le président Laurent Gbagbo a une position très claire dans la crise qui secoue votre parti? Je note que lui-même n'a jamais pris la parole pour dire ce qu'il veut exactement. Et que jusqu'à ce jour, tout est fait, aucune photo n'est publiée avec le président Gbagbo, aucun texte n'a été signé du président Gbagbo, alors que depuis un certain nombre de mois, nous savons tous qu'il est en liberté. C'est de la société de la démagogie quand même, parce que tout est observable, que le président Laurent Gbagbo, il reçoit, je dirais quotidiennement, le secrétaire général de Assoadou, qui se réclame secrétaire général. Il se prétend secrétaire général, puisqu'il n'est reconnu par personne, ni en Côte d'Ivoire, ni à l'extérieur. Il est reçu régulièrement par le président Laurent Gbagbo. Récemment, le président Henri Konan Bédié était en visite à Bruxelles. Il a dit qu'il était allé rencontrer le président du FP. Vous devez douter de... Oui, mais même ici, ces rencontres ne signifient rien. Parce que si effectivement le président Gbagbo dit qu'il est président, ce serait une imposture. S'il dit qu'il est président parce qu'il n'a jamais été élu président depuis 2001. Depuis 2001, c'est moi le président. Et lorsqu'il s'agit d'élire un nouveau président, le président en exercice organise un congrès, rend compte de sa gestion, il y a vote de titus et puis élection. Je n'ai jamais organisé un congrès où le président Gbagbo a été candidat depuis 2001. Donc je ne vois pas où est-ce qu'il a été élu président du Front populaire ivoirien. C'est ça la réalité. Monsieur le Premier ministre, nous restons sur la question, mais je voudrais savoir, qu'est-ce qui explique véritablement que vous, c'est-à-dire militants du FPI, vous et l'autre camp y compris, qui critiquaient sans cesse le gouvernement, le président Alassane Ouattara, de ne pas réussir à réconcilier l'ensemble des Ivoiriens, vous n'arriviez pas à vous entendre dans votre petite famille. Mais ce ne sont pas des choses qui se trouvent au même niveau. Réconcilier la République et s'entendre dans un parti politique relève de deux logiques différentes.
Dans un la vôtre est plus facile puisque vous êtes... Non, pas du tout. Vous n'étiez pas en guerre. Au contraire, c'est plus difficile. Dans la mesure où il s'agit de conviction politique, d'idéologie politique, vous savez bien que si vous ne partagez pas la même vision, vous pouvez vous séparer. Voilà. Par contre, dans un pays, si vous êtes divisé, vous êtes obligé de vous entendre parce que vous appartenez au même pays et vous devez travailler ensemble à construire votre pays. Il y a des gens qui ont quitté des partis politiques parce qu'ils ne sont plus en phase avec l'orientation qui est donnée. Pour le moment, un certain nombre de camarades expriment une certaine position, ils disent Gbagbo ou rien. Je crois que ça ne relève même pas d'une crise idéologique. Des gens qui sont dans une attitude réactionnaire, qui veulent que les choses restent en l'état, que rien ne bouge, que nous continuions comme par le passé, alors que le monde évolue, alors que les enjeux évoluent, les défis évoluent, et qu'il faut s'adapter. Des gens qui refusent de s'adapter, pour le moment, ils n'ont pas fait le choix d'aller dans un autre parti politique. Nous les considérons toujours comme des camarades, mais cela ne nous empêche pas de continuer notre travail et de les appeler à nous rejoindre, parce que la position dans laquelle ils sont est une position sans issue. Et je crois qu'aujourd'hui, eux-mêmes s'en rendent compte. Hier, ils disaient de ne pas aller aux élections. Aujourd'hui, ils comprennent bien que participer aux élections relève de la logique d'un parti politique. Hier, ils disaient de ne pas discuter avec Ouattara, que celui qui parle avec Ouattara est un traître. Aujourd'hui, ils courent derrière Ouattara pour pouvoir avoir un rendez-vous et discuter. Donc aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés sur toute la ligne, que j'ai eu tort d'avoir trop de raison. Il faut qu'ils reviennent. Pourquoi on continue? Parce que j'ai prouvé que c'est la voie de la sagesse, de la voie de la pertinence politique que j'emprunte depuis longtemps et qu'il faut que nous soyons ensemble pour continuer la marche. Si j'ai bien compris votre intervention tout à l'heure, une rencontre entre vous et le président Laurent Gbagbo mettrait carrément fin à tout cela puisque vous aurez sa position. Ça dépend des Gor, hein, ça dépend de ce qu'on appelle Gor. Si c'est le mot d'ordre de Gbagbo qui l'attend, évidemment, une rencontre pourra y mettre fin. Oh. Mais en ce qui me concerne, moi j'ai une ligne, j'ai un parti à diriger, je dirige le parti. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je leur tends la main, je leur explique pourquoi je suis dans cette logique, quel est l'intérêt de cette logique, et puis je continue. Justement, on connaît la condition du président Laurent Gbagbo pour vous rencontrer. Est-ce que vous en avez une? Moi, je n'ai pas de condition. J'ai toujours souhaité le rencontrer depuis ma sortie de prison. C'est lui qui n'a pas encore donné une suite favorable. J'espère qu'il y aura un moment pour cette suite et dès qu'il le dira, nous allons nous rencontrer. Et s'il me reproche des choses, ce serait l'occasion de l'exprimer pour que moi aussi je lui dise ce que je pense de la situation dans laquelle se trouve le pays et le parti. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vos liens n'étaient pas si forts pour que vous acceptiez de vous humilier pour lui? Je ne vois pas en quoi je dois m'humilier. La politique ne consiste pas à des humiliations. La politique consiste à faire des débats démocratiques sur des questions qui peuvent être à l'ordre du jour du fonctionnement d'un parti, et puis de s'aligner sur une position qui serait issue d'un débat démocratique. Nous avons des instances, nous avons un comité central, nous avons un congrès. Si les uns et les autres veulent que ces questions-là soient tranchées par un congrès, on ira à un congrès. C'est tout. On n'a pas besoin d'humiliation et je ne suis pas prêt à m'humilier pour quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas sur la base des humiliations que je me suis engagé en politique. Il y a eu le congrès de Mama. Il n'y a pas eu de congrès à Mama. Parce que comme je vous le dis, un congrès, d'après les textes du Front populaire ivoirien, est un organe du parti qui a sa composition précise, son mode de fonctionnement, son mode de convocation. Et les textes disent, quelle que soit la manière dont le congrès est sollicité, c'est le président du parti qui convoque le congrès, qui met en place le bureau du congrès. Et s'il s'agit d'un congrès électif, le président, ça veut dire que son mandat est fini, il fait un bilan moral et financier de sa gestion. Il y a un vote de quitus. Et ensuite, on passe aux élections. Je n'ai jamais convoqué le congrès à Mama ni à Moussou. Je n'étais pas là-bas, je n'ai pas rendu compte de ma gestion. Ce n'est pas parce que des individus se sont rassemblés à Mama que ça devient un congrès. C'est pas comme ça que fonctionne un parti politique. Oui, mais... Donc les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire du rassemblement de Mama, s'il y en a eu un, mais ce n'est pas le congrès du parti. Oui, mais c'est des gens qui lisent aussi quand même les textes du parti, ils doivent le connaître autant que vous. D'ailleurs, parmi eux, il y a des membres fondateurs, vous n'allez pas dire que vous connaissez les textes du parti plus que eux. Ce n'est pas une question de membres fondateurs, c'est une question de textes. Il y a des gens même qui sont des responsables politiques de haut niveau qui violent des textes. Et là, il s'agit de violations flagrantes des textes. Et d'ailleurs, les juridictions ivoiriennes les ont condamnés. Ils ont perdu tous les procès qu'ils ont engagés contre moi, jusqu'ici même à Paris. Donc ce sont des gens qui sont dans le faux, dans l'illégalité. S'ils prospèrent, c'est parce que ça arrange le pouvoir actuellement en place à Abidjan. Parce que le pouvoir les utilise pour clouer au sol le Front populaire ivoirien, pour, je dirais, handicaper le Front populaire ivoirien. Sinon,
Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Nous, jusque-là, nous sommes restés dans une position assez mesurée, parce que nous pensons, nous espérons qu'un jour ou l'autre, nous allons nous rencontrer, que nous allons faire la paix. Et donc, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas dépasser un certain nombre de bornes en termes d'adversité. C'est pour cela qu'ils prospèrent, sinon ils savent bien qu'ils sont dans le faux, et qu'ils sont tous des dissidents. Hier, vous disiez, si le président Laurent Gbagbo sortait des prisons et qui réclamait la tête du parti, vous le lui cédérez. Aujourd'hui, il n'y a pas trop longtemps, vous étiez à Fresco, vous aviez dit pratiquement la même chose, que si le président Laurent Gbagbo demain disait qu'il était candidat à la présidence de la République, vous lui cédérez aussi cette candidature-là de votre parti. Est-ce que vous encouragez sa candidature, le président Laurent Gbagbo? Il ne s'agit pas d'encourager ou de ne pas encourager. Il s'agit de savoir si c'est possible ou c'est pas possible. C'est votre mentor. Mais vous voulez m'emmener dans des considérations sentimentales de mentor, de ceci. On n'est pas à ce stade. On est au stade de la politique. Et dans la politique, c'est comme dit quelqu'un, c'est la saine appréciation des réalités. Moi, je ne suis pas dans le sentimentalisme. Voilà. Demain, si le président Gbagbo est libre et qu'il est notre meilleur cheval de bataille, nous nous rangeons tous derrière lui. Comme aujourd'hui, je suis prêt à me ranger derrière n'importe lequel des militants du FPI qui aurait été reconnu par l'ensemble des militants, notamment le congrès du parti, comme le mieux placé pour nous conduire à la victoire. Ce que je cherche, c'est la survie du Front populaire ivoirien, le retour au pouvoir du Front populaire ivoirien. Avec Gbagbo, avec n'importe quel militant, je suis prêt. Si cela est la volonté des militants du parti. D'accord. Nous allons clore ce sujet, mais je vais rester là-dessus un tout petit peu parce qu'on avait pensé qu'avec la sortie de Simone-Yves Gbagbo, qui était loin de vos querelles, pour Alex Alves. Elle n'était pas loin de nos querelles, elle était impliquée depuis même là où elle était dans nos querelles. Puisqu'il s'agit de querelles de leadership, tout le monde veut la place du président. Donc, d'où elle était, elle alimentait aussi la querelle. Le problème aujourd'hui, c'est que Simone est sortie maintenant. Elle change de posture, elle veut elle aussi être candidate aux élections présidentielles de 2020. Et c'est cela la crise au sein de la fronde. Elle vous l'a dit? Mais on le voit à tout bout de champ, on le constate. Et de toute façon, ce n'est pas nouveau. Avant même que nous ne connaissions la crise de 2010-2011, tout le monde savait que si un jour ou l'autre, le président Gbagbo devait se retirer, parce qu'il aurait fait le nombre de mandats requis, forcément, il y a un certain nombre de personnalités qui allaient être en concurrence, y compris Simone Gbagbo. Il y a Finguesson, il y a Simone Gbagbo, Koulibaly Mamadou, Bonou Boabré, père à son âme, etc., etc. Donc, la question des ambitions des uns et des autres, ce n'est pas une question taboue. Et ce n'est pas une question, je dirais, humiliante. C'est tout à fait logique qu'un militant, qu'un cadre ait des ambitions. Voilà. Et donc, il faut aussi, vous-même qui êtes ambitieux, qui voulez aussi avancer, que vous sachiez cela. Et que vous acceptiez cela. Mais le seul problème aujourd'hui au FPI, c'est comment faire pour que ces ambitions-là puissent s'exprimer dans un cadre organisé, dans un cadre démocratique, dans un cadre statutaire. Beaucoup veulent m'éliminer en dehors des statuts. Veulent m'éliminer sans que les institutions du Front populaire ivoirien s'expriment. Et c'est là le débat. Sinon, si tout le monde est d'accord pour aller à un congrès, et qu'à l'intérieur du congrès, on décide. Il n'y a pas de problème. C'est le refus de la démocratie qui est à la base de la crise au sein du Front populaire ivoirien. Si nous sommes tous d'accord pour la démocratie, pour le respect des textes, et si nous faisons confiance aux institutions du Front populaire ivoirien, le comité central, le congrès, on règle ce problème-là en une journée. C'est tout un message à l'ensemble des militants, à l'ensemble des autres dirigeants du FPI. Nous allons passer à un autre point de l'actualité, les alliances politiques. On vous croyait en alliance avec le PDCILA, précisément le président Henri Konan Bédié. Qu'en est-il? Oui, c'est vrai que nous avons milité longtemps pour que le PDCI et le RDS se séparent. Nous avons salué la rupture de cette alliance. Nous avons rendu des visites au président Bédié pour que nous puissions envisager une plateforme. Mais je crois qu'un certain nombre de cadres au sein du PDCI ont estimé qu'il fallait mieux s'allier à la fronde du FPI, c'est-à-dire à ceux qui sont hors la loi. C'est ce que nous observons, mais dans tous les cas, nous restons toujours ouverts à l'alliance parce que l'alliance de l'opposition garantirait une alternance sûre en 2020. Et donc, que ce soit aujourd'hui ou demain, je suis persuadé que nous nous retrouverons. Aujourd'hui, le FPI
dirigée par Pascal Affi-N'Guessan, est allié à quel parti en Côte d'Ivoire? Mais nous avons une alliance qui s'appelle l'Alliance des Forces démocratiques de Côte d'Ivoire, qui compte une dizaine de partis politiques. Notamment les plus Oh, ben, LDCI, ADEMSI, etc., etc. Mais d'une façon, c'est même au nom de cette alliance que nous participons aux négociations. Et si vous avez lu les textes qui ont sanctionné les négociations sur la commission électorale, c'est véritablement au nom de l'AFD, tout comme nous avons été présents aux élections de 2015 et à la commission électorale précédente au nom de l'AFD. D'accord. Vous nous donnez l'occasion de faire une transition en même temps. Ouais. La commission électorale indépendante, l'opposition trouve que vous avez trahi. Mais je n'ai pas pris d'engagement avec quelqu'un. On ne trahit que ce sur quoi on s'est engagé. Je n'ai aucun engagement. Je n'appartiens à aucune plateforme en dehors de l'AFD. Non, je ne peux pas comprendre qu'il parle de trahison. On trahit quand on a pris un engagement avec quelqu'un et qu'à la fin, on n'a pas respecté cet engagement. Je n'ai pas d'engagement avec ceux qui me disent que j'ai trahi. Je ne suis pas dans leur plateforme. Ils m'ont eux-mêmes exclu. Je mène la stratégie du Front populaire ivoirien. Je défends les intérêts du Front populaire ivoirien. Et le Front populaire ivoirien a estimé que la proposition qui a été faite lui donnait un minimum de garantie, de possibilité pour défendre ses intérêts. Donc nous avons signé avec les autres partis politiques qui ont participé aux négociations. Ils n'ont trahi personne. Ils n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Ils auraient dû rester dans les négociations. Ils auraient dû accepter que nous soyons tous ensemble dans la plateforme. Et aujourd'hui, ils ne seraient pas là où ils se trouvent. Est-ce à dire que la CEI telle qu'elle est composée aujourd'hui, vous faites confiance à cette commission-là pour des élections telles que vous les voulez en Côte d'Ivoire, transparentes? Vous savez, en politique, on ne parle pas en termes de confiance. Voilà. On parle en termes de nécessité et de réalité. La commission telle qu'elle est composée à l'heure actuelle, je l'ai déjà indiqué, n'est pas idéale. Elle n'est pas forcément totalement équilibrée, mais c'est une amélioration par rapport à la commission précédente. Et comme je le dis, est-ce que dans ce contexte, l'idéal peut être atteint? Nous notons que Youssou Bakayoko est parti. Il cristallisait toutes les oppositions contre la CEI. Nous notons que celui qui a été porté à la tête de cette CEI est une personnalité qui n'était pas connue dans le milieu politique. Personnellement, c'est à l'occasion de ces élections que je l'ai découvert. Donc je peux considérer qu'il n'est pas totalement marqué. Je note aussi que l'engagement que le gouvernement a pris de faire en sorte que le bureau de la commission électorale soit équilibré et que notamment l'opposition dispose d'un poste de vice-président, que cet engagement a été respecté. Ainsi, nous sommes dans la cabine de pilotage. Dans une commission comme celle-là, ce qui paraît essentiel, c'est votre capacité de contrôle, d'interpellation et de réaction. Avec un poste de vice-président, un président non marqué politiquement, la présence de la société civile dans le bureau, nous avons les moyens de contrôler le fonctionnement de cette CEI, d'alerter l'opinion s'il y a des dérapages, afin que nous prenions des décisions. Donc pour nous, c'est une avancée et nous allons juger cette commission par rapport aux actes qu'elle va poser sur le terrain. C'est donc dit pour vous qu'on peut aller aux élections? Et bien sûr, nous sommes prêts. Et vous n'avez aucune condition à cela? Bien, évidemment, nous avons une commission, nous attendons qu'elle travaille et nous apprécierons son travail par rapport à la manière dont ce travail va être exécuté. Donc, si d'aventure cette commission pose des actes qui violent les textes de la commission, qui portent atteinte à nos intérêts, nous réagirons. Si elle travaille conformément au texte, dans le respect de ses engagements de neutralité et d'impartialité, mais nous continuons. Donc nous n'avons pas d'a priori, nous ne faisons pas de procès d'intention, nous ne condamnons pas cette commission sans l'avoir vue à l'œuvre, nous la jugerons, la commission, par rapport aux actes qu'elle va poser. À côté de la question de la CEI, il y avait la question du découpage électoral. Les autres partis d'opposition en font leurs préoccupations essentielles. À côté de celle de la CEI, évidemment. Vous, quelle est votre lecture? Mais nous sommes même parmi ceux qui posent ce problème. C'est pour cela que l'accord que nous avons obtenu avec le gouvernement indique clairement
que nous devons discuter des conditions générales des élections. Ce sont donc des négociations qui vont s'ouvrir très bientôt et qui vont porter à la fois sur l'enrôlement des électeurs, comment faire pour que tous ceux qui ne sont pas encore sur le fichier électoral puissent y être, la question des cartes d'identité, la question des certificats de nationalité, etc. La question du découpage électoral, comment faire en sorte qu'il y ait un découpage électoral équilibré, la question du contentieux électoral, la question du financement des campagnes, notamment la campagne présidentielle, la question de la transhumance, parce qu'on a observé un phénomène regrettable lors des élections passées où certains candidats convoient dans leur circonscription des milliers d'électeurs prélevés dans les autres circonscriptions, uniquement pour s'assurer la victoire. C'est un phénomène qu'il faut combattre, qu'il faut éradiquer. Ce problème-là figurera à l'ordre du jour des négociations, etc., etc. Donc la question de la sécurisation du processus électoral, la question de la neutralité de l'administration et des autorités coutumières dans le processus électoral. Donc il y a un ensemble de questions qui sont contenues dans les conditions générales des élections et sur lesquelles nous allons intervenir dans les semaines à venir. Voici donc des préoccupations auxquelles vous tenez. Si aucune réponse, ni des débuts de réponse n'étaient donnés par le pouvoir en place, est-ce qu'on pourrait tout de même vous voir à l'élection présidentielle de 2025? Mais forcément, il y aura des réponses, puisque le code électoral doit être réformé pour s'adapter à l'évolution constitutionnelle du pays. Ça, c'est une... Qu'est-ce qui vous donne cette assurance? Parce que la classe politique ivoirienne, dans sa majorité, s'accorde sur le fait que le pouvoir n'écoute personne, fait les choses à sa tête, ne respecte pas les règles, ne respecte pas les lois, mais vous, apparemment, vous semblez avoir confiance. Ce n'est pas une question de confiance, comme je l'ai dit. C'est une question de nécessité. On a voté une nouvelle constitution qui crée un poste de vice-président. Il faut que le code électoral s'adapte, puisque l'élection présidentielle ne va pas se passer de la même façon qu'en 2010. Donc il faut modifier le code électoral pour l'adapter à ce nouveau contexte constitutionnel. Donc nécessairement il faut modifier. Ensuite, il y a d'autres dispositions sur ces questions, sur cette commission, sur ce code électoral qu'il faut modifier. Donc, nous avons déjà parlé de cela. À l'heure actuelle, je peux même vous dire que la nouvelle commission électorale indépendante a déjà transmis au gouvernement sa proposition de nouveau code électoral. Nous aussi, avec la société civile, nous avons une proposition de nouveau code électoral. Et donc, ce sont ces éléments qui vont alimenter les débats que nous allons avoir très prochainement. Et je ne doute pas de la possibilité d'en discuter. Si le gouvernement a ouvert des négociations en janvier, après avoir traîné pendant plusieurs mois, je ne crois pas que c'est pour s'arrêter uniquement à la commission électorale indépendante. Nous allons donc poursuivre les négociations sur le code électoral et sur toutes les autres questions qui ne sont pas contenues dans le code électoral, mais qui conditionnent la bonne tenue des élections. À vous entendre, Monsieur le Premier ministre, l'opposition ne doit pas être active comme il nous a été donné de voir en son temps avec le président Laurent Gbagbo, notamment face à Laurent Gbagbo, et face, autant pour moi, au président Félix Houphouët-Boigny, face aussi à Henri Konan Bédié. Pour vous, l'opposition, ça doit être une passivité, ça doit être un accompagnement du pouvoir. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de m'amener à comprendre? Mais c'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans le jeu politique, donc vous ne savez pas ce que c'est qu'une opposition active. L'activité de l'opposition dans les idées, ce n'est pas dans les muscles. Voilà. Ce n'est pas une opposition dans les violences. Voilà. C'est ça qu'il nous faut. Alors il y en a qui croient qu'être un opposant, c'est quand on brûle des pneus tous les jours, quand on s'attaque peut-être à des magasins, etc. etc. Ce n'est pas cela l'opposition. Nous sommes là. C'est ce qui a permis au FPI d'être là. Ah non, ce n'est pas ça. Ce sont nos idées, notre programme de gouvernement, notre action de sensibilisation auprès des populations. Et lorsque, dans certaines conditions, il faut sortir, manifester pour amener le gouvernement à prendre en compte nos revendications, à se rendre en compte que nous sommes attachés à un certain nombre de revendications, nous l'avons fait. Mais ce n'est pas une présence permanente et je dirais exubérante dans les rues. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être constructifs.
Et nous devons manifester quand c'est nécessaire. Moi-même, quand je suis sorti de prison, vous vous rappelez certainement, en février-mars 2014, c'est moi qui ai lancé le mot d'ordre de boycott du recensement général de la population. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que nous avons fait l'option d'une opposition bureaucratique, non. Mais lorsque des possibilités de négocier sont là, il ne faut pas les abandonner pour aller dans la rue. Parce que ce n'est pas la rue qui va voter les lois, qui va écrire les textes. Depuis janvier, nous avons engagé des négociations. Nous restons dans les négociations. Si elles bloquent et que nous devons recourir à des manifestations, nous le ferons. Et d'ailleurs, nous avons fait en 2017 la marche de la colère. Si vous vous rappelez, en juin 2017, nous avons fait la marche contre la réforme constitutionnelle. Ça veut dire que nous sommes ouverts à tous les moyens de manifestation d'une opposition républicaine. Voilà. Donc nous sommes ouverts. Mais ce n'est pas parce que nous pouvons marcher qu'on marche alors qu'on nous invite à négocier. Parce que notre objectif, ce n'est pas marcher pour marcher. Notre objectif, c'est changer les lois, changer le cadre juridique de la vie politique de manière à avancer. S'il y a des opportunités de discuter, il faut aller aux discussions avec ces arguments. Et c'est ce que nous avons fait en janvier 2019 et qui a abouti à cette commission électorale et que nous allons faire dans les semaines à venir sur les conditions générales des élections. Si il y a un blocage majeur qui compromet la bonne tenue des élections de 2020, vous verrez que nous lancerons un mot d'ordre dans ce sens pour que nos militants manifestent afin que le gouvernement recule. Vous l'aviez annoncé à Fresco, est-ce que vous confirmez que vous êtes candidat pour l'élection présidentielle de 2020? Mais évidemment, j'ai été candidat en 2015, donc c'est tout à fait logique que je sois candidat en 2020. Mais évidemment, la décision appartient aux instances du parti, notamment au Congrès. Et donc, je serai candidat à la candidature. Il appartiendra à nos militants de voir si je mérite toujours leur confiance pour conduire le Front populaire ivoirien. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, nous avons de très bonnes chances de gagner parce que nous avons une présence sur le terrain. Nous avons un candidat qui a une longue expérience politique, qui a assumé de hautes responsabilités au sommet de l'État, qui connaît la gestion locale. En tout cas, pour le moment, quand je regarde, sans toute modestie mise à part, quand je regarde le champ politique, je peux dire que le Front populaire ivoirien a l'un des meilleurs candidats pour l'élection présidentielle de 2020. Et qu'est-ce qui n'avait pas marché en 2015? Mais je venais de sortir fraîchement de prison. Je suis sorti de prison fin 2013. Il fallait aller aux élections en octobre 2015. Le parti était en lambeaux, je ne l'avais pas encore reconstruit. Et donc, nous n'avions pas de moyens. Moi-même, je n'avais même pas de maison à cette époque, puisque ma maison était occupée par les FRC, mes comptes étaient gelés. Et donc, il y avait un environnement qui ne garantissait pas le résultat que nous attendions. Mais il fallait y aller pour prendre date. Et comme dit quelqu'un, les élections de 2015, c'est en 2020 que l'on va donner le résultat. Comme le dit Laurent Gbagbo. En tout cas. Donc vous êtes candidat. Une candidature a été annoncée il n'y a pas trop longtemps, celle de Soro Guillaume, l'ancien chef de la rébellion ivoirienne. Comment est-ce que vous aviez reçu le fait qu'il annonce sa candidature? Mais dans le contexte actuel, plus on est nombreux à être candidats, mieux ça vaut, puisque cela donne davantage de moyens de contrôle du processus électoral, cela va donner davantage de dynamisme au jeu électoral, et puis cela va témoigner de la vitalité de la démocratie ivoirienne. Demain, on pourrait avoir une alliance FPI Soro Guillaume, enfin GPS, c'est comme ça qu'on appelle son mouvement. Ben pour le moment, nous n'y sommes pas encore, donc laissons les événements se dérouler et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. On parle de plus en plus de la candidature du président Alassane Ouattara. On parle de moins en moins. C'est plutôt l'inverse. On parle de moins en moins de la candidature du président Alassane Ouattara au profit de la candidature de M. Amadou Gon Coulibaly. Ah d'accord. Okay. Et comment vous percevez ce candidat-là face à vous? Ben, je n'ai pas à juger le candidat. Moi, je suis candidat. Ce que j'attends, c'est de le battre aux élections en 2020. Et je me prépare dans ce sens. D'accord. Monsieur le Premier ministre, vous êtes en Europe depuis quelques jours. Ouais. Et qu'est-ce qui explique votre présence? On a parlé en début du mois d'une présence à Bruxelles. Oui. Aujourd'hui, vous êtes en France. Oui. On vous avait annoncé, c'est vrai, ça a été démenti par vos services, on vous avait annoncé en Hollande. Pascal Affi-N'Guessan fait quoi en Europe en ce moment? Ben, la première fois, j'étais à Bruxelles dans le cadre des activités du Conseil régional
du Moronou dont j'assure la présidence, il y avait donc un forum sur la promotion des régions de Côte d'Ivoire. Donc je suis venu pour faire connaître la région du Moronou, pour échanger avec un certain nombre de responsables politiques et d'opérateurs économiques sur les opportunités de coopération avec la région du Moronou. Cette fois, je suis là à l'invitation de M. Jean-Paul Carteron, qui est un ami, qui est le président fondateur de Crans-Montana, et qui m'a invité donc à un séminaire sur la diplomatie. Et comme c'est une question essentielle pour la gouvernance de la Côte d'Ivoire, donc je suis venu, j'ai fait une communication, j'ai eu l'occasion aussi d'écouter d'éminents diplomates et qui ont une longue carrière dans la diplomatie et qui nous ont fait partager donc leur expérience. Ça a été un séminaire très très enrichissant qui va me permettre d'enrichir mes propositions pour les Ivoiriens dans le domaine de la diplomatie. Est-ce que vous avez pris quelques contacts avec les socialistes, l'international socialiste? À Bruxelles, effectivement, j'ai rencontré les responsables du Parti socialiste européen. Par contre, à Genève, non, les rendez-vous politiques n'étaient pas à l'ordre du jour. D'accord. Et la rencontre avec Blé Goûté Charles, est-ce que vous l'envisagez puisqu'il va... Pour le moment, avec tout le bruit qui est autour de ces questions, je préfère me concentrer sur le parti et sur la préparation des élections de 2020. Si les conditions le permettent, si l'environnement est assaini, parce que je n'aime pas trop me mêler de contextes trop compliqués, trop confus, trop conflictuels. Or, j'observe que autour d'un certain nombre de questions, il y a des débats, je n'aime pas, je préfère véritablement me concentrer sur ce qui préoccupe les Ivoiriens à l'heure actuelle. Comment faire pour se débarrasser du régime de M. Alassane Ouattara? Comment faire pour reconstruire la Côte d'Ivoire, reconstruire l'unité des fils et des filles de ce pays, lutter contre la pauvreté grandissante dans laquelle les populations ivoiriennes vivent, lutter énergiquement contre la corruption et l'enrichissement illicite. Ce sont ces questions qui me paraissent essentielles et pour le moment je suis concentré sur ces questions. Si demain l'environnement est devenu plus sain et que des rencontres peuvent avoir lieu, il faut dire que je suis très disposé parce que qu'il s'agit du président Gbagbo, qu'il s'agit de M. Blé Goudé, nous appartenons à la même grande famille politique et idéologique, et donc il n'y a pas de raison que nous ne nous rencontrions pas pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est une très belle conclusion, M. le Premier ministre, puisque c'était là notre dernière question. Amis d'Evenou TV, merci de nous avoir tenu compagnie, merci pour votre fidélité et prenez rendez-vous pour notre prochain numéro.